Ouais, je peux chialer. Bah non, mais je suis triste. Hier encore, c'est votre chanson préférée? Ouais, faut pas écouter ça quand on a le cafard. Hein. Non, non, mais je suis vachement triste parce que pour le coup, on nous avait préparé la mort de Johnny, mais celle d'Aznavour, elle est quand même extrêmement surprenante, quoi. Parce que c'est un mec qui... je connais bien son gendre, qui est marié à sa fille Katia, Jean Rachid, que je salue d'ailleurs, parce que c'est quand même toute la famille qui est affectée. C'est quand même quelqu'un qui avait une vie de sportif de haut niveau. Il se couchait tôt, ça allait plutôt pas mal, et puis voilà. Mais pour ce morceau, c'est vrai que... Ce qui est fou, c'est que quand même on est là pour saluer la mémoire peut-être du migrant qui a le mieux réussi en France. C'est bien parce que toutes les semaines je parle d'un migrant. C'est ça, c'était Manuel Valls la semaine dernière. C'est pas dans le même registre. Non mais hier j'ai appris qu'il était même pas considéré comme migrant, il était apatride quand il arrivait en France, c'est-à-dire qu'il avait même pas de pays. Et tout à l'heure je regardais ce que disait Monia avec talent, c'est vrai qu'on a tendance à oublier qu'il a marqué des générations puisqu'on a tous une musique d'Aznavour qui est liée à un moment de notre vie. Et c'est vrai que là, avec tout ce qui résonne en ce moment sur les migrants, moi j'aimerais vraiment qu'on reconnaisse ce qu'a fait Charles Aznavour, et surtout pour une culture dont j'émane, qui est le hip-hop. Pour moi, Charles Aznavour est peut-être l'un des plus grands rappeurs qui ait jamais existé. C'était juste qu'il n'y avait pas la même musique derrière. Mais en tout cas, préciser que c'est un homme de parole, que j'ai envie aussi de saluer tous les jeunes artistes qui se posent la question de plus en plus, et on les voit sur les plateaux télé, réussir jeune et vite. C'est quelqu'un qui a réussi extrêmement tard, qui est tombé quand même dans la pire génération de musiciens au monde, parce qu'il est tombé en même temps que Brel, que Brassens, que Beko. Et en fait, on se rend compte qu'Aznavour, il a surtout été patient, qu'il a travaillé. Donc je voulais dire que derrière des monstres comme ça, il y a surtout un travail hors norme. Et je salue sa mémoire. Voilà. Et on va reparler de Charles Aznavour à la fin de cette tribune libre et justement de son rapport avec les rappeurs, justement. Gérard Collomb, la démission surprise de Gérard Collomb. Benjamin. Oui, faux départ, refus de l'Élysée. L'Élysée qui explique que c'est pour mieux renouveler sa confiance pour les mois à venir à Gérard Collomb. Sauf que ces mois à venir, Gérard Collomb voulait bien les passer et les consacrer à sa campagne pour les municipales à Lyon. Alors avant d'entendre votre réaction, on écoute les réactions politiques du matin. C'est une vraie fausse démission, en fait. Parce que si vous voulez démissionner avec un président de la République avec qui vous avez une relation de confiance, vous allez le voir, vous lui dites « Est-ce que tu penses que je dois démissionner ?» Il vous répond non, vous sortez, vous dites rien, vous continuez votre job. Donc c'est une opération de communication. On ne reste pas ministre de l'Intérieur si on n'a pas envie d'y rester. Il voulait avoir des signes de reconnaissance, d'affection de la part du président de la République. Tout ça, c'est très sentimental. Sur son départ éventuellement pour la mairie de Lyon, c'est dans 2 ans et je pense que le président a voulu lui renouveler toute sa confiance. Moi, quand j'entends Gérard Collomb en Conseil des ministres, il est pleinement à sa tâche, comme tous les ministres du gouvernement d'ailleurs. Bon, Gérard Collomb, donc faux départ, Yacine. C'est grave ce qui se passe quand même. Vraiment, je comprends pas. Je comprends pas. Je voulais dire au ministre d'Emmanuel Macron qu'il faut rester maintenant, il faut se mettre au travail. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Hulot. C'est-à-dire que tout le monde va présenter sa démission dans les 2 mois qui viennent. Je reviens de Lyon, j'ai joué ce week-end à Lyon. Ce qui est bien avec le Lyonnais, c'est que même lui, il en a marre de Gérard Collomb. Non, vraiment, parce que voilà, c'est le Bouteflika de Lyon. Visiblement, il est parti pour 70 mandats. Mais je pense que c'est la pire humiliation au monde, ce qui lui est arrivé là. Est-ce qu'on peut retenir un ministre de l'Intérieur qui n'a pas envie de faire ce qu'on lui demande de faire ? C'est surtout, sans manquer de respect aux autres ministères, alors que c'est ce que je vais faire, c'est pas l'agriculture. Quand même, l'Intérieur, c'est un régalien. Et c'est surtout en pleine polémique qui est venue de notre cher camarade Yann Moix, où quand même les policiers sont extrêmement chahutés dans les médias et compagnie. C'est justement pas en ce moment le fait de montrer que notre ministère de l'Intérieur, juste préciser que le surnom du ministre de l'Intérieur, c'est le premier flic de France. Donc quelque part, il est l'incarnation du reste de la police. Et de voir quand même ce type qui est accessoirement, je pense, en burn-out, vraiment, je pense que physiquement, c'est quelqu'un qui ne porte pas la cause vraiment importante qui est celle de la police avec les Français, et surtout démissionner 2 ans avant les municipales, manquer de respect à la ville de Lyon et aux Lyonnais. J'ai vu Cohn-Bendit s'emporter aussi de la même manière. C'est exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Donc il doit se poser, je pense, les mauvaises questions. Mais aussi toutes ces critiques qu'il y a eu à son encontre, on peut dire aussi que est-ce qu'il est susceptible, est-ce qu'on peut dire qu'il a le Gérard Collomb irritable? C'est une bonne vanne, ça, Monia. Vraiment, elle est excellente, là, comme ça, on l'adore. À 11h06, c'est une bonne vanne. Juste dire que Gérard Collomb, je le redis puisque je l'ai dit ici la semaine passée, était quelqu'un qui n'avait jamais eu de responsabilité politique de haut vol.
mais très certainement parce que tout le monde savait que c'était quelqu'un qui était juste bon à Lyon. C'est vrai que là, je reviens de Lyon, je ne vais pas vous mentir, il a fait un travail incroyable sur la ville, sur la commune, sur la région. Mais après, la réalité, c'est que s'il a accepté d'être ministère de l'Intérieur, c'est vraiment, je pense, le pire des ministères, parce que c'est celui où on est le plus exposé, celui où on est le plus haï. Et déjà, quand il était arrivé, il avait sorti cette phrase qui n'était pas anodine maintenant, quand on voit ce qui se passe. Il dit « J'en ai marre de passer pour un facho ». Il avait dit ça au Conseil des ministres. Oui, mais mon ami, on ne t'a pas demandé de prendre ce ministère-là. Et ce sont les attaques de ses propres services qui l'auraient affecté là, ces derniers temps. Pas les attaques politiques, il y est habitué, mais les attaques de ses propres services qui sont anonymes dans la presse, effectivement. Oui, bah après, le fait d'être anonyme, à chaque fois, ça fait mal. Mais après, je pense juste... Il faut là, à chaque fois, je peux comprendre que les gens aient des choses à reprocher à Emmanuel Macron. Mais honnêtement, il a mis en place un gouvernement aujourd'hui. Pardon de vous dire ça, à chaque fois que je viens sur ce plateau, il y a ou une démission ou un départ. C'est vrai. Et vraiment, non mais je trouve pas ça honteux pour Emmanuel Macron. Je trouve ça honteux pour ces gens qui prétendaient il y a un an, dans l'euphorie du macronisme, dire ben, c'est génial, on rénove. Et là, de mois en mois, pardon de vous dire ça, mais à chaque fois, moi, Nicolas Hulot, je ne vais pas me mettre du côté de Nicolas Hulot. Alors c'est fait avec panache, chez nous, les gens de la presse, on a trouvé ça génial. Mais un ministre qui abandonne, c'est très très grave. C'est très très grave parce que ça veut dire que la montagne qui devait notamment monter, eh ben, il a baissé les yeux. Et surtout de dire ça, moi je fais des déplacements en banlieue quotidiennement, les gens de banlieue aujourd'hui, avec le rapport avec la police, et on va parler demain puisqu'il y a le conseil présidentiel des villes, demain, on va parler... Que vous dirigez. Non, que je ne dirige pas, qui va être dirigé par Julien de Normandie. Mais quand on voit les images de ce jeune qui a été agressé à Garges par 20 jeunes qui lui mettent des coups de batte de baseball par terre. Ouais. Mais normalement, c'est là où Gérard Collomb doit venir et dire « Ok, ça ne va pas dans ces quartiers-là, j'incarne quelque part le renouveau de la police. » Mais là, vraiment, très honnêtement, j'ai peur pour ce gouvernement. Mais est-ce que ça n'arrange pas l'Élysée, finalement, d'avoir un ministre de l'Intérieur qui est, un, de toute confiance, parce qu'on sait que c'est un fidèle parmi les fidèles, deux, qui ne fait pas d'ombre, enfin, il n'y a pas de concurrence, et on sait très bien que le ministère de l'Intérieur, c'est un ministère qui est sensible, qui a toutes les informations, y compris des informations sur le château, sur l'Élysée, et finalement d'avoir un fidèle qui tient la place au chaud et qui ne fera pas d'ombre, et puis tout peut être piloté justement de l'Élysée. Est-ce que quelque part ça n'arrange pas le président je ne suis pas d'accord parce que le ministère de l'Intérieur, il y a toujours eu ces fantasmes. Je pense que c'est le ministère qui incarne la police, la gendarmerie, les renseignements généraux voilà, et d'autres services. Mais la réalité, c'est juste qu'aujourd'hui, quand je vois Gérard Collomb, c'est pas bien pour Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens sont en train de se dire par rapport à Emmanuel Macron, ok, il a pris des ministres. C'est pas un fidèle parmi les fidèles. Sauf qu'il siffle un peu la fin de la récréation, là, en disant tu restes à ton poste. Oui, mais parce que je pense vraiment avec franchise que ce qui s'est passé avec Nicolas Hulot a marqué le président de la République. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces gens-là ne comprennent même pas la valeur d'autorité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un président qui doit lire la presse pour savoir où en est moralement son ministre. Et c'est pour ça que ça prouve quelque part que c'est quelque chose qui est affligeant pour notre pays, parce que au lieu de voir Gérard Collomb aller voir le président de la République, lui dire je crois que ça va pas fort, viens on prépare mon départ, il annonce il y a 10 jours qu'il va être candidat à Lyon dans 2 ans. Donc c'est totalement un truc où on marche sur la tête. Alors c'est le ministre de l'autorité, oui, et donc qui respecte pas à part affaiblir Emmanuel Macron, je vois pas ce qu'a fait Gérard Collomb là. Pourquoi on ne le laisse pas aller à Lyon alors? Mais même pour Lyon. Je veux dire, à un moment, même pour Lyon, non mais honnêtement, mais je veux dire, à un moment, c'est plus, il faut se rendre compte de ce qui est devenu notre pays politiquement. Si les gens se sont tournés vers Emmanuel Macron, je dis pas que tout ce qu'il a fait depuis, les gens qui ont voté pour lui sont forcément d'accord, mais le renouveau, ce mot-là, il vient dans les médias, avec toutes les cimes que j'ai pour Michel Drucker qui arrive. On dit ça dans la politique. Comment un homme politique comme Gérard Collomb peut manquer autant de respect à la ville de Lyon en se disant, bah tiens, c'est mon fief, on parlait la semaine dernière de ça. Je vois Manuel Valls ce matin, je l'ai entendu brièvement parler d'Evry et dire bah voilà, merci les amis, direction Barcelone. Et tout ça, ça donne une image assez néfaste du monde politique où les gens se disent bah en fait, c'est un CDI politique que vous signez. Il est temps que Gérard Collomb passe à autre chose et comme disait l'ami Cohn-Bendit, qu'il aille voir ses petits-enfants. Bon, vous nous parliez de Manuel Valls. Mon copain. On va vous en reparler. Dernier jour à l'Assemblée nationale pour Manuel Valls. Il fait ses adieux au groupe La République En Marche. Et moment d'émotion, il posera sa dernière question au gouvernement avant d'aller briguer la mairie de Barcelone. Il se dit prêt à partir dans cette nouvelle vie. Écoutez-le. Je tourne d'abord une page de ma vie, tout simplement, parce que le choix que j'ai fait, le choix que je fais de m'installer à Barcelone, est d'abord un choix de vie. J'avais sans doute besoin d'un nouvel espace, d'un nouvel horizon, de la Méditerranée, de cette ville où je suis né, et donc c'est un changement de vie qui s'est imposé. Barcelone, comme me l'a dit quelqu'un que j'aime beaucoup, a tout emporté.
une partie de ma vie personnelle, mais aussi donc de mon parcours politique. Et je sens aussi un autre sentiment, c'est que c'est le prolongement. J'ai pas l'impression non seulement de trahir, mais d'abandonner quelque chose. Pour moi, Barcelone, c'est le même chemin. Non, parce que si on prend la A1, on n'arrive pas à Barcelone. C'est pas le même chemin. Vous n'allez pas faire partie des potes Non, qui c'est vont la l'aider à 6 pour déménager Evry. La 6, pardon, la Evry. 6. Vous n'allez pas faire partie des amis qui vont l'aider à déménager? J'aime beaucoup mon pays, mais là, ça va pas fort. Il faut vraiment qu'on en parle. C'est pas un peu facile le Valls bashing, parce que tout le monde lui tombe dessus en disant Thierry, il trahit son pays. Je vous aime beaucoup, Thierry. J'ai découvert que vous étiez ami avec Manuel Valls. On peut avoir des amitiés diamétralement opposées. Très longtemps. Et évidemment, quand il ne parlait pas français, je comprends que vous l'avez aidé. Mais juste pour préciser quelque chose. Manuel Valls, honnêtement, moi je le dis parce que je vous aime beaucoup, moi je me présente à la mairie de Marrakech, c'est officiel, je lance ma campagne si vous voulez me soutenir. Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qu'on dirait si vous vous présentiez Ah ben non, au mais il y Maroc, aurait, là sur le bandeau, il y aurait écrit Yassine Bellatar, pète les plombs, il rejoint Daesh. Oui, mais vous n'êtes pas tombé amoureux à Marrakech. Là, il est tombé amoureux. Non, mais c'est vrai, il a raison. Il y a le côté Union européenne. Non, mais l'Union S'il européenne. quittait Evry pour aller à Marseille, personne n'en ferait un plan. Absolument, parce que vous savez quoi, Thierry? Il s'avère que c'est dans le même pays. Oui, mais moi, aujourd'hui, j'ai juste envie de C'est poser l'Europe. une question. Je vous sais intelligent, mon cher Thierry. Si un Espagnol décidait de prendre la mairie de Bordeaux, on serait là tous en train de rire. Parce que juste, on le présente là. Bon, j'aime beaucoup les journalistes, mais juste, il est perdant déjà. Hein. Il y a les sondages espagnols. Ils ont la. Pardon ? Oui, il est bas dans les sondages. Oui, enfin, je veux dire. Bon, après, là, il a annoncé qu'il allait rester au conseil municipal. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai pas de problème à ce qu'il soit européen. Je veux juste savoir pourquoi, alors, à ce moment-là, il s'est présenté pour être député à Évry. C'est ça le problème. C'est pas le problème qu'il atterrisse à Barcelone. Oui. C'est le problème qu'ils sont un peu moqués. Enfin, moi, je serais électeur d'Evry. Je me dis, mais il s'est foutu de ma gueule quand même. Sauf qu'entre-temps, il a rencontré quelqu'un qui. Ouais, qui passe sa vie. Non, mais moi, Non, mais moi, en plus, Thierry, je vous dis la vérité. Le truc, c'est que a priori, Valls allait nous faire une Sarkozy là, c'est-à-dire qu'il allait faire une traversée du désert. Et il y avait cette espèce de chanson où il allait revenir en 2022. Bon, visiblement, il a d'autres ambitions. Mais surtout, moi, je suis triste pour lui parce que c'est peut-être la sortie la plus humiliante que j'ai vue pour un homme politique français. Parce qu'il n'est pas anodin, Manuel Valls. Un député ou un maire fait ça, je vous dis, bon, à la limite, il n'a pas eu d'incidence. Moi, ça fait 5 ans que Manuel Valls, il m'expliquait comment être français. Ça fait 5 ans, il me disait, t'es pas assez français, l'islam, voilà, j'en pouvais plus. Et là, il m'explique que lui, de par ses origines européennes, il a le droit au privilège de la double nationalité. Et je vous dis ça par rapport à notre cher Aznavour qui est disparu. Il y a les gens qui cohabitent bien avec le fait d'être binational, et il y a ceux visiblement qui devraient se soigner. Parce que le vrai problème, et je vous dirais peut-être un titre de Charles Aznavour, c'est emmenez-le. Emmenez-le loin au soleil, voilà. Et juste un moment, est-ce que je reviens toujours à ce Français qui regarde la télé, qui dit, attendez là, on répète, ce mec-là, il n'est pas chez En Marche, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il va dire à l'Assemblée, mais déjà, il faut qu'il comprenne, il n'était même pas En Marche. Hein. Mais juste par amitié, et je sais que vous avez de l'amitié pour lui, je ne pense pas que c'est un mauvais mec, Manuel Valls. Et je ne vais pas vous mentir, ça a été un très bon maire d'Evry, vraiment, honnêtement. Mais là, cette sortie, elle raconte plus un ego blessé qu'autre chose. Parce que vouloir, et déjà les Espagnols, ils ont Internet, ils ont la télé, ils ont dû voir que Manuel Valls, ce n'était pas l'homme préféré des Français. Donc aller, c'est comme l'immigration choisie, c'est-à-dire qu'être mauvais dans son pays et aller vers un pays voisin pour dire je vais redorer la pilule, c'est déjà humiliant pour lui. Je lui souhaite vraiment le meilleur du monde, je lui souhaite même 5%, je ne sais pas s'il rembourse les frais de campagne, mais juste préciser quelque chose. Pour le français, pour l'engagement politique, ça raconte une histoire qui est humiliante pour lui. Je ne sais pas comment ça va se finir d'ailleurs. Autre actualité ce matin face aux attaques de bus, au lynchage en pleine rue, Valérie Pécresse fait des propositions. Mais attention, la présidente de la région Île-de-France veut doubler les peines dans certains quartiers et veut aussi la mise en place de la majorité pénale à 16 ans. Instaurer des lois d'exception dans les quartiers sensibles pour la droite, c'est la bonne méthode pour mettre fin aux zones de non-droit. J'en peux plus. Je tombe les mauvais jours, moi. Je veux dire un autre jour parce que là, moi, le mardi, c'est le best-of. Ça veut dire quoi, on double les peines dans les quartiers sensibles ? Ça veut dire qu'en fait, elle veut un système d'aggravation des peines, une sorte de circonstance aggravante quand c'est géographique. Voilà. Oui. C'est-à-dire à Saint-Denis, tu prends plus que si tu étais dans le 6e. Donc, une amende de voiture, par exemple, à Paris, c'est 30.
Saint-Denis, 70. Bah, voilà, cadeau. Donc voilà, parce qu'ils ont de l'argent dans les quartiers. Non, mais c'est en dirhams là-bas, c'est pour ça, c'est moins cher. Non, mais Valérie Pécresse, qui est avec Hidalgo, c'est les Catherine et Liliane. Juste préciser quelque chose. Là, Valérie, vous êtes la patronne de ma région. Je suis d'Île-de-France. Il ne faut pas boire l'alcool et après prendre des décisions, parce que là, non mais je veux dire, un moment, la réalité c'est que, bon, je suis tout à fait d'accord, dans les quartiers, il y a vraiment une autorité auprès des jeunes, et d'ailleurs c'est vraiment pour le coup le sujet du moment, c'est que j'avais oublié les 2000, c'est-à-dire que ceux nés en 2000, là, qui ont 18 ans aujourd'hui, j'arrive pas à comprendre où ils en sont dans leur tête, les réseaux, quand on leur parle, ils se filment en train d'insulter des gens. Pour moi, il y a un truc lié à l'éducation. Alors, les chiens font pas des chats, c'est-à-dire que si les parents étaient déjà mauvais en 90, s'ils ont des enfants en 2000, en général, ça va être déviant. Mais là, que Valérie Pécresse fasse ça, c'est-à-dire que c'est un combo, c'est-à-dire que l'amalgame, surtout poussé plus loin, c'est-à-dire que la stigmatisation, et troisièmement, donc maintenant, on a même honte de notre origine géographique. On n'est même plus dans le culturel. C'est-à-dire que le fait aujourd'hui d'habiter en banlieue, non mais ça me fait rire parce que vraiment, j'ai pas fait d'études, moi. J'ai arrêté l'école à 16 ans. Valérie, elle a fait des études. En plus, on vient du même coin, elle vient de Versailles. Mais il ne faut pas traiter les gens, c'est pas parce qu'elle vient de Versailles qu'elle doit considérer les gens pauvres comme des gueux. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui qui sont dans ces quartiers-là, il faut justement avoir un aspect pédagogique des choses. Et là, de savoir, pardon de vous dire ça, que la droite aujourd'hui, Valérie Pécresse est peut-être l'un des éléments clés de la droite, moi je pense qu'Emmanuel Macron, il va faire 12 mandats. Si c'est ça l'opposition, honnêtement, il y a une autoroute pour Emmanuel Macron, vraiment. Vous avez réagi comment quand vous avez appris justement cette idée de double peine ? Non, mais je veux dire, il n'y a même pas de réaction possible. C'est-à-dire que je trouve ça tellement provocateur et populiste, ça n'a pas de sens. Mais surtout dire Valérie Pécresse, elle est l'incarnation de cette région. Elle devrait mieux connaître ces sujets et se dire, c'est pas parce qu'elle s'est installée à Saint-Ouen, parce que voilà, déjà typiquement elle s'est installée à Saint-Ouen, donc est-ce qu'elle aussi elle va être exposée à cette double peine ? Mais après le vrai truc concernant Valérie Pécresse, c'est de se dire, il faut travailler le sujet et pas s'afficher comme ça, sérieux. Yacine, revenons à un peu plus de douceur, à Charles Aznavour. Charles Aznavour, vous l'évoquiez tout à l'heure, il inspirait aussi ceux d'aujourd'hui, les rappeurs notamment. Il était très à l'écoute des talents d'aujourd'hui. Une de ses mélodies d'ailleurs a été réutilisée par Dr Dre dans un de ses tubes enregistrés avec Eminem. Aznavour était très apprécié par certains rappeurs, Passy, Oxmo Puccino, Soprano, Black M. Qu'est-ce qui faisait qu'il avait autant la cote dans la nouvelle génération d'artistes ? On le voit ici avec Grand Corps Malade. Non mais déjà, je veux pas partir dans ce truc assez bête de dire que la vieillesse est un fardeau. Charles Aznavour était quelqu'un d'extrêmement moderne. C'est ce qui fait que d'ailleurs c'est un artiste unique. C'est-à-dire que quand il a chanté avec mon camarade Kerry James, que je salue, Kerry, je lui en avais parlé juste en amont quelques semaines avant, il était ému comme un enfant. Pas oublier qu'Aznavour, c'est ce qui a créé du lien aussi. Il y avait une très belle phrase du rappeur Rof que je salue qui avait dit « Goldorak m'a appris à parler français ». Je regardais Goldorak pour apprendre à parler français. Aznavour a appris à nos familles marocaines, algériennes, africaines, du moins francophones. Il est rentré dans nos foyers. Donc quelque part, nous, tous artistes, et moi mon rêve, ça aurait été je l'ai croisé à quelques reprises en allant voir Grand Corps Malade, parce que l'affiliation était très très forte. Mais à un moment, c'était pour nous, des gens des quartiers, une fierté de croiser la route d'un Charles Aznavour. Parce que quelque part, c'était aussi un lien avec nos parents, c'était un lien avec cette nostalgie-là. Et Charles Aznavour, contrairement à beaucoup de gens, et je parle de la polémique Nick Conrad, là, de ce pseudo-rappeur, parce que c'est pas un rappeur, juste préciser, tous les rappeurs rêvent d'une chose, c'est d'un piano-voix où ils racontent des textes. La Bohème, c'est le premier texte de rap au monde. Pourquoi ? Français. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il raconte juste la nostalgie de son quartier. Qu'est-ce que le rap français ? Le rap français, c'est juste des gens qui racontent le quotidien de leur quartier. Alors, il n'y a plus de fleurs qui sont étalées sur les balcons, mais au moins, Charles Aznavour racontait sa nostalgie. Merci beaucoup, Yacine. Merci à vous. Et on vous retrouve au théâtre de 10h. C'est vrai. Et la semaine prochaine, ici même. Et le programme sera beau. Pas d'embrouille pendant une semaine, pas de démission. C'est important pour moi la semaine prochaine. Allez, on se retrouve dans un instant. Thierry.